Bon, je pense qu'on verra peut-être un petit peu mieux sans les lumières. Bon, je commence. Merci déjà de cet accueil. C'est la première fois pour moi que je viens à Angers. Je suis agréablement surpris de voir vos capacités d'accueil qui sont vraiment géniales. C'est aussi une très bonne idée, je trouve, de croiser les regards sur un seul objet pour essayer d'aérer un peu, de ventiler un peu l'esprit et de voir un peu d'autres cadrages théoriques sur cet objet. Alors je m'excuse par avance parce que c'est pas directement ma spécialisation le trail et c'est plutôt un cas d'étude que vous avez ici, le groupe Rossignol qui s'est diversifié sur les sentiers du trail. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre en quoi la culture sportive associée au trail a permis au groupe Rossignol de créer des ponts d'un point de vue de gestion. Et donc je vous préviens par avance que le trail arrivera un peu tardivement dans cette présentation et que nous verrons ça plutôt vers la fin. Donc pour commencer, je vous présente un sommaire qui vous permettra aussi en tant qu'étudiant de rafraîchir la démarche de recherche scientifique. Et donc voilà, c'est à partir de la partie 5 que j'aborderai les résultats et la discussion, et plus spécifiquement la partie sur le trail. Donc pour commencer, une introduction avec le marché français des articles de sport, donner quelques éléments pour situer la capacité de ce marché, en tout cas son importance en France. Donc les données de l'INSEE nous permettent de constater que c'est un marché qui est en constante progression depuis 2006, hormis en contexte de pandémie lors de l'année 2021, et vous douterez en quelle raison, mais on observe un gros rebond en 2021, et c'est donc sur ce graphique que vous pouvez observer la courbe ascendante, en tout cas de ces volumes de ventes qui sont rapportés à l'année 2006 avec un indice de valeur de base de 100. Et on a une bonne partie des études scientifiques sur le sujet, mais qui remontent majoritairement au début des années 2000. Et on peut dire que l'industrie des articles de sport, malgré son volume, est sous-représenté dans la littérature scientifique, et que ce concept de sport-industrie est assez mal délimité. On observe un amalgame assez peu cohérent sur le sujet, avec parfois des études qui mêlent les grands clubs sportifs professionnels au sujet de l'industrie. Et donc il est parfois un peu compliqué de se repérer dans ce milieu-là. Et pour ça, la diapositive que vous avez ici permet de bien distinguer deux catégories sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui, enfin dans le cadre de cette présentation, avec d'une part les industriels et ou les fabricants, puisque certains sont industriels, d'autres ne sont que fabricants et délocalisent la production. Et voici quelques indices. Donc la liste n'est absolument pas exhaustive des fabricants sur le territoire français, mais elle permet de donner un ordre de grandeur des acteurs les plus importants, avec bien sûr le groupe Decathlon, que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, qui fabrique ses propres produits et qui est aussi distributeur. Donc on verra qu'il y a une spécificité puisqu'elle joue cette firme sur deux tableaux. Le groupe Rossignol, sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, suivi du groupe Salomon, de la marque Babola, et ABO, qui est aussi dans une bonne dynamique. Donc ce sont des chiffres qui sont en millions d'euros. Ici, vous avez le chiffre d'affaires des distributeurs. Donc on retrouve le groupe Decathlon, puisque, comme je vous disais, il joue sur ces deux tableaux avec une capacité de fabriquer, bien que la production soit parfois sous-traitée, délocalisée, majoritairement d'ailleurs. Le groupe Intersport, suivi du groupe Sport 2000, de ces différentes marques rassemblées sous un seul groupe que vous connaissez peut-être, Ski7, Netski, Skimium, et le groupe GoSport qui a été qui s'est placé en liquidation financière, et pour laquelle beaucoup, ou en tout cas certains des points de distribution ont été rachetés par l'enseigne Intersport. Donc ces chiffres sont assez importants, notamment pour les distributeurs Decathlon, Intersport, en raison d'un rebond d'après-pandémie qui a été important sur la consommation, avec notamment aussi un volume de vote important sur le cycle. Et donc vous avez cette donnée qui est vraiment propre à l'année 2021, qui n'est pas forcément en lien avec les années qu'on connaît en 2023-2024.
Donc d'un point de vue de la littérature scientifique, on a différents auteurs qui ont étudié ce phénomène de mondialisation lié à la commercialisation des articles de sport. Il y en a d'autres qui ont analysé plus précisément l'innovation avec des cadres théoriques différents, que ce soit en gestion d'entreprise ou alors avec un versant plus socio-économique, un cadre disciplinaire entre la socio et l'économie. Et il est désormais bien établi que les produits sportifs et leurs dérivés sont utilisés dans la production d'une identité communautaire. Et donc, l'impact de la culture sportive sur la gestion stratégique apparaissait comme une exploration nécessaire dans le cadre de ce travail de recherche qui est relatif à ma thèse. Et en effet, la culture sportive, en tant que construction sociale, façonne des identités, des logiques communautaires et génère une énergie collective. Et il paraît donc légitime de se demander dans quelle mesure ces représentations associées au sport influencent la gestion stratégique des entreprises. C'était le postulat de départ dans la littérature scientifique, de vouloir comprendre un petit peu plus cet aspect-là. Et donc, en termes de cadre théorique, cette approche de recherche s'inscrit dans le sillon des précédents travaux que l'on vient de voir, mais avait pour objectif d'analyser la spécificité des stratégies mises en œuvre dans ce secteur et de les mettre en relation avec la culture sportive. Et c'est aussi dans la continuité d'autres travaux de Gasparini, de Julien Pierre, sur la culture sportive et comment est-ce qu'elle est utilisée, notamment dans le cadre de l'entreprise, pour réguler les relations de travail ou pour motiver. Et c'était dans la continuité, mais avec un versant un peu différent, plus en termes de gestion d'entreprise et d'association avec les décisions stratégiques. Et donc, pour commencer cette recherche, je me suis inscrit dans la perspective de la contingence structurelle. C'est une démarche qui propose d'analyser des forces internes et externes à l'entreprise et qui est basée plus spécifiquement sur l'âge de l'entreprise, la taille de l'entreprise, mais aussi la technologie, quelle technologie elle utilise dans le cadre de la production de ses services et de son environnement. Donc ces différents facteurs que je viens d'évoquer sont des facteurs de contingence et l'idée, le projet était d'aborder plutôt la culture sportive comme un facteur de contingence, en tout cas de voir s'il y avait une corrélation entre cet aspect propre au sport qui permettait d'analyser la stratégie des entreprises et d'émettre un postulat que l'on avait des entreprises qui agissaient différemment d'autres industries dans l'agroalimentaire ou autres secteurs que vous pouvez imaginer. Donc c'est un cadre qui avait été utilisé dans le domaine sportif, notamment par Thierry Zins, et appliqué au contexte des fédérations sportives, donc que vous pourrez retrouver si vous êtes plutôt intéressé par cet aspect organisation privée non marchande. Mais ici, c'était l'objectif de l'appliquer sur des organisations privées marchandes. C'est un courant américain qui est assez ancien, qui a été renouvelé et réutilisé, qui est assez connu. Donc la question de recherche, faut croire qu'on s'accorde avec ceux qui ont fait des présentations aujourd'hui. Je suis également d'accord sur la massification, ce terme de massification de la pratique du trail, en tout cas qui est stimulée par une logique de consommation et qui a entraîné une extension considérable non seulement de l'offre événementielle, mais également des produits sportifs qui sont associés. Et donc, la question là était de s'interroger sur le fait que parmi les équipementiers, le groupe Rossignol s'était positionné et est en train de se positionner sur ce secteur de marché, mais la question était de comprendre comment est-ce qu'ils se positionnaient et comment est-ce qu'ils abordaient ce marché qui était différent de celui qui est historiquement ancré dans le ski alpin, mais qui finalement n'est pas si différent et a quelques similarités. Et donc on reviendra dessus par la suite. Un petit point tout de même sur la méthodologie pour vous expliquer le contexte de la démarche. Il y a d'abord une approche exploratoire qui a été faite sur la base de données Europress. Alors là, je vous ai fourni un graphique tiré de Europress directement qui nous permet de visualiser les différents articles de presse publiés depuis le début de la base de données et sur les termes Rossignol et ski. On voit qu'il y a 7981 articles et qu'il y a des épisodes qui sont plus ou moins importants, qui sont relatifs à l'histoire de cette entreprise. Mais bien évidemment, il y avait un gros travail de sélection et de réduction de cette masse d'articles et de pouvoir en tirer des données intéressantes.
il était nécessaire d'identifier de manière qualitative quelles étaient les tendances et les enjeux stratégiques sur les 262 articles de presse qui ont été retenus et ensuite sur lesquels ont été ajoutés des articles de presse spécialisés et qui n'étaient pas dans la base de données Europresse. Cette approche exploratoire est complétée avec des archives, qu'elles soient numériques, récupérées sur des émissions de radio, de télévision, des sites web propres aux entreprises qui sont analysées dans ce travail de recherche, et des archives privées, donc des données issues des greffiers des tribunaux de commerce qui permettent de recenser le chiffre d'affaires, des événements clés de l'entreprise, alors qu'ils sont censés être publics mais qui ne sont pas tout le temps si faciles d'accès, qui sont parfois même payants, donc c'est assez compliqué, mais maintenant il y a, donc à l'époque de ma thèse, ce site n'existait pas, ou en tout cas je n'en avais pas connaissance, et pour vous en tant qu'étudiant ou même chercheur, il y a le site Papers qui permet d'avoir un accès direct à ces données et qui permet parfois d'économiser quelques euros. En termes de sources orales, ces premières données ont été complétées avec des sources orales, avec 11 entretiens semi-directifs, avec des acteurs du siège social affiliés à des tâches administratives, des tâches de conception, de commercialisation ou encore de gestion. Donc pour passer sans plus tarder sur les résultats et la discussion, on va passer par le contexte historique de la marque et donc par donner quelques éléments propres à l'histoire de ce groupe, enfin de cette marque qui est devenue groupe et qui a été créée donc en 1907. En réalité, c'était un atelier de tournerie en bois où l'on fabrique du bois, où on travaille le bois, dans lequel un menuisier qui s'appelle Abel Rossignol a décidé de créer les premiers skis en 1907. Donc on passe assez rapidement jusqu'au premier changement de propriétaire en 1956 avec le rachat de Monsieur Boisvive, Laurent Boisvive, qui rachète cette entreprise à la moitié du siècle. Très rapidement, la volonté de cet acteur était de se positionner sur le secteur de la compétition pour faire connaître les skis. Et donc, vous avez un événement particulièrement important au début de l'histoire avec la compétition, c'est-à-dire Jean Vuarnet qui devient champion olympique avec les skis Allais 60, les skis qui étaient en hommage d'Émile Allais, un compétiteur reconnu de cette époque. En 1967, la marque Rossignol et Laurent Boisvive décident de racheter Dynastar pour avoir une offre plus complète sur le marché du ski, pour pouvoir créer des synergies et avoir un meilleur volume de vente. Rossignol fait rapidement le choix de s'internationaliser sur des secteurs, sur des pays clés, que ce soit en Amérique, en Autriche, etc., et d'autres pays sur lesquels vous avez des espaces de pratique, avec soit le choix de mettre des filiales de distribution, soit le choix d'implanter des filiales de production lorsque la demande était très importante et lorsqu'il fallait approvisionner une clientèle locale. Donc pour passer assez rapidement, puisque là on parle exclusivement du ski, je vais aller un peu plus vite, mais il est important de considérer aussi l'histoire de Rossignol et de la considérer peut-être même comme une course de trail avec beaucoup d'épisodes compliqués et beaucoup de moments où l'entreprise a marché au ralenti, notamment aux alentours des années 90, avec particulièrement l'année 88-89 où on a un hiver sans neige. Donc c'est un épisode qui remonte, qui a été analysé par Christophe Gauchon, qui a fait l'œuvre d'un article. Donc Christophe Gauchon qui analyse ces hivers dits sans neige, mais qui en réalité sur lesquels on peut avoir de la neige, mais très peu de neige, et qui démontre une forte conséquence sur l'industrie du ski. Donc dans les années 30, dans les années 60, dans les années 80-90 et dans les années 2006. On le verra par la suite. Pour essayer de diversifier son offre et en tout cas de se consolider sur le marché, Rossignol rachète la marque Look qui produit des fixations pour les skis. En suivant, il décide de viser un autre secteur contracyclique avec l'industrie des sports d'hiver et cette saisonnalité, Cleveland Golf. Et non, ce n'est pas Dynastar, excusez-moi, c'est la marque Lange qui est rachetée également en 1994 et qui produit des chaussures de ski et qui a permis, encore une fois, d'étendre et d'asseoir son offre, son leadership sur le marché.
c'est une période depuis 88-94 sur laquelle il y a beaucoup de licenciements pour adapter les capacités industrielles face aux fluctuations du marché, puisque le marché a été assez rapidement saturé, il est devenu mature et il a impliqué de réduire les productions qu'avaient connues les années folles de Rossignol. Donc Rossignol capitalise aujourd'hui sur cet ancrage culturel et sportif pour développer et asseoir son positionnement, avec vraiment un discours orienté sur la marque numéro 1 au classement des marques de la Coupe du Monde, en géant et en slalom, des médailles individuelles au championnat du monde. Enfin, vous voyez, cette histoire, elle est ancrée dans le ski alpin, et la marque, elle forge son image au travers des championnats du monde et des JO d'hiver. C'est même le credo de l'entreprise de se positionner et de révéler ses innovations au travers de ces événements sportifs. Donc la compétition et les champions sont vraiment l'ADN du groupe Rossignol, si l'on tire un verbatim du PDG dans le communiqué de presse très récent. On a cet aspect innovant et performatif du produit qui est prépondérant. Pour continuer sur notre histoire de Rossignol et venir progressivement au trail qui vous intéresse aujourd'hui, on a en 2005 un rachat de l'entreprise Rossignol par Quicksilver et qui était envisagé comme une solution pour avoir deux activités complémentaires, le surf et le ski, et ainsi pouvoir jouer sur une année plus sereine et moins épisodique. Sauf qu'en réalité, très rapidement, il y a beaucoup de licenciements et de restructurations de la marque Rossignol qui sont opérés par la marque Quicksilver qui était responsable de Rossignol à cette époque. Quicksilver décide de revendre Cleveland Golf, qui n'était pas une priorité pour les dirigeants de l'époque à la tête de Quicksilver. Et en finalité, il y a beaucoup de choses qui expliquent que cette fusion ne prend pas. Alors certes, des facteurs liés encore une fois à la météo et à un hiver 2006-2007 qui est très pauvre en neige, mais également une conflictualité en raison de priorités qui n'étaient pas similaires dans la production des produits sportifs, puisque le surf et le ski s'opposent en bien des choses sur les représentations. Donc rapidement, l'entreprise Rossignol est rachetée par un consortium, Chartreuse et Montblanc, qui rassemble un fonds d'investissement et un fonds d'investissement américain et une banque australienne. Et l'objectif est de redresser la marque avec une relocalisation de la production qui avait été opérée sous l'ère Quicksilver. La production des produits Rossignol était peu à peu délocalisée en Asie. Donc là, la volonté était de relocaliser, de réduire cette production, de réorganiser et d'opérer de manière plus simple et avec moins d'ambition sur un marché pour retrouver une meilleure santé financière de l'entreprise de Rossignol. Après ces années, c'est le fonds Altor, qui est un fonds d'investissement norvégien, qui rachète la marque Rossignol et qui opère diverses opérations de diversification. Et c'est ce qui va nous mener progressivement à la diversification sur le trail. Mais avant ça, il y a différents événements. L'ouverture d'une filiale en Italie, à Montebelluna, au pied des Alpes italiennes. Le rachat de l'entreprise et de la marque Time, qui est focalisé sur le cycle plutôt orienté route, le cycle qu'on peut voir sur les routes et non pas le VTT dans un premier temps, et la marque Red Light, qui est une marque française, qui détient par ailleurs la marque Vertical. Et donc la volonté était de viser des marques qui opèrent là aussi sur des marchés différents et encore une fois contracycliques dans le but de s'émanciper un petit peu des sports d'hiver, en tout cas de ne pas dépendre uniquement des sports d'hiver. D'autres rachats en lien avec le textile cette fois, plus Dale of Norway, qui est une marque norvégienne qui produit des pulls en laine essentiellement, mais qui est fortement corrélée aussi avec cette image du champion, du sportif, puisqu'elle sponsorise depuis les années 1950 les équipes nationales norvégiennes à l'occasion des JO et des Coupes du Monde. Un autre rachat cette même année, c'est le rachat de la marque Felt, qui est une marque américaine qui produit des cycles et qui est une marque américaine basée en Californie et qui produit encore une fois des cycles orientés route.
Il y a l'ouverture d'une filiale en Chine qu'on ne développera pas aujourd'hui, mais qui est en relation avec les JO qui sont déroulés en Chine en amont, dans le but de se positionner sur ce marché émergent, de trouver un relais de croissance. Et en 2020, la revente des marques Time et Red Light. Donc voilà pour ce qui est grossièrement expliquer l'histoire de Rossignol. Et maintenant, on va essayer d'approfondir cette question de diversification et cette relation qu'il peut y avoir entre les cultures sportives. Mais avant cela, je vais permettre à Rossignol d'accueillir de nouveaux spécialistes sur d'autres marchés sur lesquels la marque n'est pas spécialiste. Donc IDG Capital Partners est un fonds d'investissement américain qui a été un des premiers fonds d'investissement à se positionner sur le marché américain et qui permettait à Rossignol d'anticiper au mieux son positionnement sur le marché chinois. Et Sandbridge Capital, qui est aussi un fonds d'investissement qui rassemble des spécialistes du textile et du vêtement plutôt orienté luxe et qui permettait à Rossignol là aussi de se positionner au mieux sur la filiale textile. Donc une orientation de la diversification. La marque tire son avantage concurrentiel dans la conception donc, de vêtements de luxe, qualifiés de premium par les acteurs ou de vêtements chics. Donc là, il y a une volonté de cibler des personnes qui occupent une position prestigieuse dans le monde social. L'acquisition de marques comme Time et Felt illustre une ambition assez similaire, faire de Time les Porsche du vélo et de Felt les Audi. Le cyclisme, valorisant l'abnégation, le mythe du héros sportif, renforce vraiment cette stratégie de diversification sur un secteur assez spécifique. Et l'expansion internationale vise principalement la Chine, notamment en raison d'un essor considérable du tourisme hivernal, donc comme je l'évoquais, en lien avec les politiques publiques chinoises qui avaient pour objectif de développer les sports d'hiver. Et c'était notamment lié aussi à l'émergence d'une nouvelle classe moyenne supérieure qui avait pour ambition aussi de se démarquer au travers des sports d'hiver. Et donc vient le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le trail, plus spécifiquement sur lequel on va s'attarder. Donc c'est une fusion avortée, mais une diversification pour le groupe et la marque Rossignol qui est durable. Donc rapidement après son rachat, Red Light est soumise à des restrictions d'effectifs qui sont assez contraignantes pour la marque, notamment au regard de sa taille, c'est une entreprise de petite taille, basée dans un milieu rural. Donc il y a des divergences sur la façon d'organiser les activités et de structurer l'entreprise. Donc Benoît Laval, que vous avez ici, qui a vraiment une vision pour son entreprise et pour sa marque, notamment orientée sur le Made in France et sur la réactivité qu'il faut avoir pour opérer au mieux sur le marché du trail, est en désaccord et quitte l'entreprise à ce moment-là, lorsque Red Light est sous la gouverne de Rossignol. Puis le groupe s'apprêtait même à délocaliser la production dans sa globalité jusqu'à ce que Benoît Laval, le fondateur de la marque, revienne et parvient à négocier un prix de rachat in extremis. Donc en fait, cet épisode où Red Light passe sous la gouverne de Rossignol est très court, il dure 2 ans, mais on va voir qu'il y a quand même une volonté d'entrer sur le marché du trail. Et donc c'est une entrée stratégique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le concept de station de trail qui a été présenté notamment par Clémence Perrin-Malter ce matin avait été inventé par Benoît Laval et il est conservé par Rossignol lors de la revente. Il est développé ensuite sous la gouverne de Rossignol et il s'étend désormais sur d'autres activités que sont la marche nordique, le VTT et le ski de montagne, enfin, le ski de randonnée. Merci. Et une autre volonté du groupe, c'était de conserver, donc ça c'est un extrait du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'année 2020, l'année où la marque Red Light est revendue, mais il est bien spécifié que le groupe conserve également l'activité de design et de conception d'articles de sport liés au domaine du trail, dont le savoir-faire a été intégré depuis l'acquisition de la société Red Light Vertical SAS. Donc là, c'est clairement établi que l'objectif, c'était de pouvoir garder tout le concept produit, c'est-à-dire les brevets, les processus de fabrication de ces articles liés au trail. Et donc, on peut observer entre Rossignol et le trail une culture sportive qui est compatible, malgré l'échec de cette fusion qui est plutôt un échec sur des aspects organisationnels.
Et pour reprendre les mots du nouveau président du groupe Rossignol, Vincent Waters, chez Rossignol, nous sommes des passionnés de montagne, fascinés par la performance et le dépassement de soi. Et en fait, il voit là-dedans aussi une possibilité de s'étendre sur une activité qui véhicule un esprit de compétition axé sur le défi. Donc ça a été bien expliqué en amont de cette présentation. Et les imaginaires de cette pratique qui sont animés par la quête de performance et une aspiration collective au dépassement de soi. Donc on voit que les représentations liées au ski alpin continuent d'influencer le développement du groupe qui cible dorénavant une pratique qui est plus en accord avec ce qu'elle a souhaité véhiculer et ce qu'elle a toujours véhiculé au fil des ans. Et l'objectif est de conjuguer cet héritage sportif de la marque avec le développement de nouveaux produits dans d'autres disciplines sous son propre nom. Et donc ici vous avez la Vesor qui est la nouvelle... la nouvelle chaussure de trail qui va être mise en vente dès l'été 2025, dès la saison estivale 2025, vendue au prix de 180 €. Et pour croître, le groupe s'attache à fidéliser et à attirer une clientèle aisée de catégorie sociale moyenne ou supérieure. Et on en revient à ce que disait Romain juste auparavant, également des clients, des pratiquants qui sont polyvalents dans leurs activités sportives de plein air. Et le produit, dans cette continuité vers le trail, continue d'être associé à la notion de rigueur et de contrôle. Donc là, vous avez un mix entre les sources d'entretien et les sources du comité de presse. Donc Rossignol a toujours, là c'est lorsque vous interrogez ceux qui sont dans la conception de produits et même dans le marketing, c'est cette volonté d'être extrêmement minutieux, d'être très précis, c'est très important. Et ou alors, lorsque l'on parle de cette nouvelle chaussure liée au trail, il y a un imaginaire qui se poursuit, c'est-à-dire qu'il faut aller vite et loin, il faut faire attention à chaque millimètre, et on est donc sur cette continuité avec l'histoire du ski alpin qui fait maintenant une relation avec le trail. En termes de limites et conclusions, on a des similarités entre les cultures sportives qui ont permis d'identifier des liens avec la stratégie, mais elles ne se suffisent pas à elles seules pour expliquer l'intégralité des dynamiques de gestion et de diversification. Les facteurs structurels, les contraintes financières et les tendances du marché à un niveau plus global, elles n'ont pas été abordées dans cette présentation, puisque l'idée était vraiment de faire le lien et de comprendre en quoi la culture sportive peut être le support de ce type d'opération d'un point de vue managérial et gestion d'entreprise. Et donc les choix dans la gestion et la diversification sont influencés par les dynamiques culturelles et sportives qui peuvent procurer un socle identitaire dans ce cas précis, mais qui peuvent aussi être source de conflits dans d'autres cas lorsque cette culture sportive a tendance à s'opposer. Et c'était une démonstration assez précise que l'on a pu avoir avec le rachat de Quicksilver et de Rossignol, qui a rapidement été source de problématiques en interne en bien des aspects. Donc voilà, la réussite ou l'échec d'une fusion reste multifactoriel, et pour en savoir un petit peu plus, il sera important de varier les études de cas afin d'apporter une meilleure compréhension de cette contingence qui est culturelle et sportive. Merci de votre attention. Parce qu'à chaque fois sur la diapo, tu as mis le même, on voit le même montant. Et on ne peut pas dissocier les deux, c'est impossible. Non, c'est ça, parce que du coup, eux, limite, ils sortent de l'étude parce que c'est complètement. Par rapport aux autres, ça, c'était une première question. Et deuxièmement, en fait, le Rossignol qui se met au trail, donc, est-ce qu'il n'y a pas une idée de se dire que de toute façon, le ski, c'est quelque chose qui va petit à petit disparaître, ou alors être de plus en plus marginal si on est dans une phase de dérèglement climatique et qu'il faut monter toujours plus haut pour avoir, donc on va peut-être vendre moins de ski. Et est-ce que c'est pas pour ça qu'ils se mettent à faire du trail? Et dernière question, est-ce qu'ils n'arrivent pas un peu tard dans le trail sur leurs chaussures? Parce que tu parles d'une chaussure qui sort en 2025, là où tu as Oka qui a pris quand même, ou d'autres marques qui existent
déjà depuis longtemps dans le trail. Et puis il y a des marques grand public type Decathlon qui, Kalenji avec sa marque qui était au début pensée un peu petite pratique, commence à sortir la chaussure de mieux en mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour Rossignol d'aller là où le marché est déjà saturé? Tu vois, comment ils vont tirer leur épingle du jeu par l'innovation, en quoi leur chaussure elle va, voilà, on va dire, changer le game, quoi, pour le dire comme ça. Ouais, je vais essayer de reprendre les trois questions. Donc, dans un premier temps, oui, bien sûr, c'est vrai que Decathlon est vraiment à part dans le marché français, mais aussi tout de même à l'international, avec un positionnement très généraliste et en tout cas sur beaucoup de sports. Et pour avoir cette distinction entre résultats de fabrication et résultats liés à la distribution, je pense qu'il serait je sais même pas si ce serait possible avec les comptes annuels. Donc, ouais, là-dessus, je serais absolument incapable de répondre. Ensuite, la deuxième question, avant d'aborder la troisième, qui était plus. Notamment l'adaptation au changement climatique. Oui, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette limite Alors c'est pour ça que je mets bien cette limite, c'est-à-dire que ça ne permet pas de tout expliquer, mais cette volonté de diversification, elle est bien sûr opérée parce que le ski est confronté à, si on reprend les verbatims de ceux que j'ai pu interroger dans le cadre de ma thèse, ils font allusion à une épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête en amont de chaque hiver, et c'est très prégnant dans la santé économique du groupe Rossignol. On observe que les périodes les moins sur lesquelles ils sont le moins bien positionnés, c'est des périodes sur lesquelles il y a des problèmes avec, des problématiques liées à l'enneigement, bien que il y a de plus en plus les stations sont de plus en plus armées pour faire face à ce problème, et d'ailleurs au dépit de l'environnement et de la gestion de l'eau et de tout un tas de problématiques. Mais euh, ça devient de plus en plus urgent pour eux, oui, de trouver une phase de trouver une autre ouverture. Et le trail n'est qu'une petite partie, hein. Il y a aussi le VTT et il y a aussi le textile sur lesquels ils sont encore plus sur lesquels ils ont mis le curseur encore plus tôt et sur lequel ils ont encore plus d'espoir. Donc voilà, c'est sûr que c'est fortement en lien avec cette problématique liée à l'environnement, mais comme ils auraient pu faire le choix de se positionner sur le surf au début des années 2000, puisqu'il y avait déjà cette menace-là, et c'était une culture sportive qui était tout à fait autre, et sur laquelle ils n'ont pas décidé de poursuivre en nom propre, c'est-à-dire que on ne verra jamais un surf qui s'appelle Rossignol, même si on a pu voir des skis qui s'appelaient Quicksilver à cette époque et une collaboration. Dans l'autre sens, ça n'a pas été poursuivi à la suite de la revente. Alors que là, on a une revente et on voit que le groupe Rossignol 5 ans après, décide de se positionner avec une nouvelle chaussure. Et donc, comme tu disais, pour répondre à la dernière question, bien sûr, c'est un marché qui est très compétitif, avec des petits entrants qui ont un positionnement très réactif et un peu plus personnel. Mais je pense que Rossignol table vraiment sur son image forte alors j'allais dire de fabricant français, même si en fait la chaussure n'est pas fabriquée en France, tout comme le textile n'est pas fabriqué en France, mais ça reste, si on prend, je pense que ce serait une étude intéressante à faire dans le cadre d'un master d'ailleurs, si on prend n'importe quel client lambda et qu'on lui demande où est produit cette superbe veste Rossignol, je suis prêt à parier qu'il y a une grosse tendance à dire que ce serait fabriqué en France. Mais en réalité, voilà, le groupe Rossignol joue sur cette image de marque forte liée à la compétition, à la performance. Et je pense qu'ils ont aussi un savoir-faire quand même qu'il ne faut pas dénigrer. C'est-à-dire que sur les skis, ils ont un vrai savoir-faire, une vraie organisation dans la conception de produits qui leur est bénéfique. Pardon, je m'étends un peu.